Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur Lambda, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs anonymes, passionnés et passionnants. Je suis Steven Pingon, modeste entrepreneur et accompagnant de start-up, et vous pourrez me retrouver chaque mois avec un nouvel épisode. On se retrouve pour la seconde partie de l'épisode avec Brahim d'AQR. Bonne écoute. Salut Brahim, on se retrouve du coup pour la deuxième partie de cet épisode. Dans la première partie que je vous invite à écouter, tu nous as expliqué comment t'en es arrivé à avoir l'idée d'AQR, sans nous expliquer précisément ce qu'était AQR. Là, c'est le moment, est-ce que tu peux nous pitcher du coup ta startup? Alors, AQR, nous, c'est très simple. On propose des solutions connectées. On dit de la GenAI. L'intelligence artificielle générative, C'est ça. Couplée à de l'IoT. donc IoT, les objets connectés. Exactement. Pour les PME industrielles françaises de moins de 100 salariés qui veulent améliorer leur performance industrielle. Concrètement, tu fais quoi avec AQR? Alors, nous, AQR, on propose donc un abonnement avec un prix simple et transparent, un prix par usine. Et ce qu'on propose à nos clients, c'est de venir équiper les 20% de machines qui génèrent les 80% de leur chiffre d'affaires. En général, les dirigeants, ils ont toujours 2-3 machines, 2-3 lignes qui pour eux sont prioritaires. S'ils sont à l'arrêt, l'usine est à l'arrêt. Et ben c'est ces machines-là qu'on équipe. On équipe avec des capteurs non invasifs. Donc des capteurs qui ne nécessitent pas de modification sur la machine. Exactement. Tu viens les poser comme un sticker. Ça, c'est la brique matérielle. La brique C'est ça. hardware, ce sont ces capteurs. Exactement. Et à côté de ça, tu as la brique logicielle ou la brique software. C'est ça. Alors, donc il y a toute une infrastructure IT cloud qu'on gère pour nos clients. On va analyser donc leurs données. Et à partir de ces données, on va les transformer en informations claires et compréhensibles pour tout le monde, littéralement. Donc, ça veut dire que à QR, toi, tu prends n'importe quelle machine, même du début du siècle dernier, tu viens y coller des capteurs sains et Exactement. tu remontes ensuite ces données, tu les analyses sur n'importe quel ordinateur des plus basiques. Et alors, comment ça se passe? Parce que l'entreprise doit quand même avoir un réseau informatique. Alors non, justement, en fait, les capteurs, ils sont totalement indépendants du système d'information du client. Ils sont connectés à notre réseau et le logiciel est connecté à notre réseau. Et en fait, c'est une plateforme web, hein, c'est-à-dire le client se connecte sur notre plateforme et il a accès à ses données. Donc, d'un point de vue cybersécurité, les deux réseaux ne communiquent pas entre eux. Le réseau dont on parle, c'est un réseau dédié à l'IoT, c'est ça? Oui, il y en a plusieurs. Ok. Il y a plusieurs Donc, technologies, du hein. type Il y a LoRaWAN, choses comme LoRaWAN, ça. exactement. Et là, aujourd'hui, dans un premier temps, on est beaucoup sur LoRaWAN. Et là, on passe sur la 5G. Ok. Qu'en fait, la 5G, c'est important, il faut bien le comprendre, c'est qu'il y a il y a une fréquence dédiée pour l'IoT. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de la 5G partout. Les usines sont souvent dans des zones où il n'y a pas la 5G pour l'instant. Donc, si on doit synthétiser ce qu'est AQR, n'importe quelle usine, et même la moins avancée technologiquement, ce qui n'est pas lui faire offense, hein, tu es capable de venir y implanter tes capteurs, et ensuite, sur un réseau totalement indépendant de cette usine, remonter les données qu'on peut consulter, c'est une plateforme SaaS, hein, sur n'importe quel ordinateur qui a un navigateur web. C'est ça, exactement. C'est pas une insulte de dire qu'ils ont un parc machine âgé, hein. Il y a une étude de BPI qui a réalisé une étude, donc BPI Lab. 96% des dirigeants ont conscience d'avoir un parc machine âgé. Mais il faut bien comprendre, c'est que ce parc machine, aujourd'hui, réalise leur carnet de commandes. Donc pour eux, investir sur des nouvelles machines, c'est complexe. Et c'est surtout risqué. C'est là où nous, avec nos capteurs, en fait, d'abord, notre objectif, c'est de prolonger la durée de vie de leur machine. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de leur faire des préconisations. On leur propose, nous, des scénarios d'amélioration en fonction de leur parc machine, en fonction de leurs données. Et on met en relation donc la bonne technologie avec le prestataire technologique, le dispositif de financement, et on calcule le ROI pour le client. Ce qui est souvent compliqué pour les clients, c'est de déterminer leur manque à gagner en fait. Si tu sais pas ton manque à gagner, tu peux pas calculer un retour sur investissement. Et ben nous avec nos capteurs qui sont, comme je t'ai dit, nous on équipe une usine en une demi-journée. Oui. Très rapidement on a de la donnée, très rapidement on est capable de leur dire tu as tant de temps d'arrêt. Alors après avec des techniques très basiques, hein, c'est-à-dire nous notre solution ne nécessite aucune formation auprès des opérateurs, hein. C'est-à-dire que nous pour identifier c'est quoi la cause des arrêts, il y a 3 boutons connectés en fait. C'est écrit en français. On peut même mettre un symbole si vous voulez. Et l'opérateur, ce qu'il a à faire, c'est en cas d'arrêt, s'appuyer sur le bon bouton. Ouais, toi, t'as pas la prétention de faire de la technologie très très haut niveau, en tout cas sur la typologie des données récoltées, mais ce que tu veux, c'est le plus simplement possible traiter 8 cas sur 10, enfin 80% des problèmes. Alors, je suis désolé, je vais te reprendre. Je suis pas d'accord avec toi. Nous, on fait vraiment de la technologie, mais pour l'utilisateur et l'opérateur surtout, et le responsable de maintenance et le dirigeant, c'est l'expérience utilisateur la plus simple possible. Oui. Mais pour réaliser cette expérience utilisateur la plus simple possible, ça nécessite énormément de technologie et de savoir-faire.
Et pour ce faire, on est accompagné par des universités, l'université de l'Artois, des laboratoires, et on a tous donc des partenaires qui garantissent ce haut niveau de technicité. Justement, ta différenciation, c'est donc notamment cette grosse techno apportée au capteur. Et ta première stratégie sur AQR, c'est du coup d'en faire une boîte deep tech. Alors nous, on a été labellisé French Tech Seed. On est en train de faire les formalités pour être jeune entreprise innovante, mais on est une boîte de deep tech, hein. C'est-à-dire que pour nous, la deep tech, ça doit servir des cas d'usage concrets et utiles à l'utilisateur final. On veut pas faire, nous, on n'a pas pour objectif de faire que de la prestation intellectuelle pendant 15 ans. Toute notre R&D, l'objectif, c'est que l'utilisateur final, pour lui, ça soit facile. Donc finalement, voilà, au bout de cette étude de marché, on comprend que le cœur du réacteur d'AQR, ça va être deux choses. Une interface, enfin une partie numérique qui est très simple, très concrète, qui sait parler simplement aux PME, et aussi ces capteurs non invasifs. Sauf de ma part, tous n'existent pas sur étagère, n'existent pas dans le commerce. Et donc c'est à ce moment-là que ta stratégie, c'était de te rapprocher de laboratoires de recherche, c'est bien ça, hein. Et donc toi, tu as fait le tour des laboratoires, ce qui était vraiment un travail long, hein, Ouais. pour trouver des laboratoires avec qui tu pourrais co-développer ce capteur. Nous, initialement, ouais, vraiment, les laboratoires, on cherchait à les contacter pour nous utiliser. Nous, on avait besoin de bancs d'essai, on avait besoin de matériel. Et plutôt que de l'acheter, on voulait le louer, louer leur une paillasse, louer le matériel. Et c'était dans ce cadre-là qu'on recherchait donc des partenaires laboratoires. Et quand on a rencontré le LS2E, c'était un match parfait, hein, parce que finalement, eux-mêmes, ils sont sur ce sujet en fait. Eux-mêmes, ils avaient commencé à travailler sur un prototype qui répond exactement à notre cahier des charges. À ce moment-là, toi, tu cherchais juste des conseils de leur part. Et en fait, ils avaient déjà développé ce qu'il te fallait, quoi. Exactement. Moi, je cherchais vraiment je leur demandais un devis, littéralement. Je leur dis, bon, ben, je veux un devis pour l'utilisation d'un banc d'essai, pour l'utilisation, ben, c'est des trucs, des détails, hein, de votre matériel. Et on est en train de discuter donc sur la prestation que je leur demandais. Et ça les a interrogés. Ils se sont dit, mais pourquoi vous voulez un banc d'essai avec un moteur industriel? Je leur ai expliqué. Je dis, bah, écoutez, c'est simple. Le moteur, il est omniprésent dans l'industrie. Nous, notre objectif, c'est d'aider les PME donc à surveiller, à mesurer leur consommation, leur production. Bah donc, il faut qu'on soit capable de monitorer un moteur. Et c'est là où le dirigeant, c'était pas le dirigeant, c'était le responsable, c'était un docteur en physique, qui m'a dit, ah bah écoutez, ça tombe bien, parce que nous, on a un produit qui répond à ce besoin, un prototype. Donc là, tu as eu la chance que tu as provoquée de tomber au bout de toutes ces recherches et malgré finalement toutes les difficultés que tu as eues dans cet environnement de deep tech, finalement tomber sur le bon labo. Ouais, exactement, hein, parce que nous, on avait déjà des difficultés à trouver un partenaire pour bah, avoir un devis, pour pouvoir savoir de combien on a besoin, hein, parce que en vérité, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Sauf que bah, on savait pas si on avait besoin de 100 000, 200 000, 300 000, on ne le savait pas à ce moment-là. C'est pour ça que moi, à ce moment-là, j'étais en mode, bah écoutez, on va arrêter de se concentrer sur donc sur la R&D et on va un peu plus se concentrer sur sur la vente et les Oui. chiffres d'affaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré donc le LS2E et par hasard, hein, littéralement. Et même eux, ils m'ont dit, écoutez, nous ça, on n'avait pas prévu de le commercialiser ou d'en faire quoi que ce soit. C'est de la recherche avec donc un doctorant, il doit faire une thèse. Mm. Et ben, on a eu de la chance, on arrive au bon moment. Il faut savoir rester à l'écoute et les bonnes nouvelles des fois arrivent quand on les attend pas. Ouais, alors franchement, moi j'étais dans plusieurs incubateurs. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner à qui que ce soit, c'est de faire des choses en fait. Enfin, c'est un peu bête ce que je vais te dire, hein, c'est que nous, tu vois, on aurait pu rester dans notre bureau à faire des études de marché, à faire des études de faisabilité, à faire des plans, des plans et des plans et des plans. Mais en fait, bah non, tu te fixes un minimum de cadre quand même, parce que je vais pas dire sors dans la rue, fais n'importe quoi. Mais très vite, il faut que tu parles à des gens et à n'importe qui. C'est ton réseau, ton écosystème, peut-être c'est pas le bon, mais c'est celui dans lequel tu es. Donc déjà, commence par ça. De toute façon, oui, l'étude de marché purement documentaire, on le sait, n'a que peu de valeur pour le projet, bien sûr, mais même pour les financeurs qui, à la fin, vont définir l'avenir de la boîte, hein, c'est clair. Tu parlais d'accompagnement et d'incubateur, justement. C'était quoi, toi, ton parcours d'accompagnement? Oui, alors nous, on a été lauréat French Tech Tremplin. C'était un concours qui était ouvert au projet en idéation, Et qui existe toujours, hein. qui existe toujours. C'est un très beau dispositif, magnifique. Alors, il y a même deux dispositifs, hein. Il y en a un avant le tremplin, Ouais, j'ai c'est le oublié le nom. prépa, ouais. Prépa, voilà, ce qui est très très bien, parce qu'on aurait dû postuler à ça, en fait, avec du recul, mais c'est pas grave. French Tech Tremplin, c'est ouvert au projet en idéation. Nous, à cette époque-là, on n'était pas encore créé. On a postulé, hein, tout simplement, en leur disant que nous, notre projet, c'était de automatiser la génération de rapports d'amélioration continue. Parce qu'il faut bien savoir, c'est que nous,
Ça, c'était avant OpenAI, enfin avant, en même temps que avant ChatGPT. C'est-à-dire quand on expliquait que nous, notre IA sera capable de générer des rapports automatiquement, tout le monde nous regardait avec des grands yeux, en mode mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Donc French Tech Tremplin, pour expliquer, hein, c'est un dispositif qui arrive juste au moment de la création, qui est là pour aider les startups innovantes, avec quand même un petit filtre à l'entrée, sous condition de revenus ou de lieu de création de Ouais, l'entreprise, notamment pour exactement. les entreprises qui viennent de ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. C'est ça. Ils ont fait un constat simple, c'est que les startups françaises, ils sont tous du même milieu social, et donc ils ont créé ce dispositif pour justement apporter plus de diversité. Et pour nous, c'est une opportunité, hein, on y a postulé. Ça t'apporte une subvention, et en plus, ils te financent l'accompagnement par un incubateur. Pendant un an, Ouais. c'est ça. Oui, donc voilà, dans French Tech Tremplin, il y a le financement de l'accompagnement et en plus une belle subvention. Donc c'est vraiment un super dispositif. Tu as eu 3 incubateurs au cours de la genèse d'AQR. C'est ça. Un public, un deuxième public, c'est celui dont je m'occupe, Transalais, et un privé. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le principe de fonctionnement d'un incubateur privé? Oui, alors les incubateurs privés, c'est sur l'image, ils prennent exemple sur Y Combinator. Qui est un peu l'incubateur de référence en Ouais, Californie, hein. c'est c'est la référence. Ouais. En gros, pour faire simple, ils prennent un pourcentage de notre capital, ils nous accompagnent, ils nous poussent. En 5 ans, à la prochaine levée de fonds, bah, ils cèdent leur part, en fait, avec qu'ils veulent. Ouais, donc eux font un vrai pari, puisque, pas de honte à le dire, hein, le taux de létalité d'une jeune start-up qui en est même pas une. Ah, c'est 9 sur 10. Ouais, voilà, donc il faut pas se planter, bien accompagner. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils investissent très tôt, et sur beaucoup d'entreprises, hein. Nous, on s'est rencontrés au moment où tu remettais à plat ton plan de financement. Est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape comment tu as construit ce plan de financement? Alors, comme je t'ai dit, nous, au début, on était vraiment en mode deep tech où on voulait être un laboratoire et ce qui nécessitait beaucoup de fonds. Grâce à la rencontre avec le LS2E, ça nous a beaucoup simplifié la tâche, hein, parce que dans un premier temps, ils nous ont proposé un devis, tout simplement, hein. Ils nous ont proposé un devis. Donc, on avait un montant pour les premières étapes de recherche. En gros, il faut savoir, c'est qu'un produit, tu vois, c'est la recherche, c'est, comment dire, c'est incrémental. Tu vois, tu as vraiment plusieurs paliers. Et ben, nous, pour le premier palier, on avait un montant. Voilà. Il fallait une certaine somme. C'est avec cette somme, bah, on savait ce dont on avait besoin réellement, en prenant bien sûr en compte toute la partie commercialisation, marketing, et aussi le développement logiciel que nous on fait en interne. Et donc à ce moment-là, on avait chiffré nos emplois. Ouais, tu avais ton objectif de premier tour de table. C'est ça, Ouais. exactement. Nous, ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est aussi de savoir comment ont été montés les plans de financement. Est-ce que tu peux nous décrire chronologiquement quels fonds tu allé chercher avec AQR pour aujourd'hui en être où t'en es? Alors chronologiquement, dès le départ, on avait donc 3 000 € de capital, Ce qui est plutôt faible pour une startup ce technologique, qui est hein. plutôt fait pour une startup technologique, mais nous, c'est ça, comme j'ai dit, enfin, on s'est inspiré de nos concurrents, Ouais. indirects et directs, donc on s'est aligné sur eux. Ensuite, moi, j'ai fait un prêt d'honneur avec le réseau initiative de 10 000 €, Oui, donc qui vient s'ajouter au compte courant, oui. mais avec une convention de blocage des comptes courants, ça est Ouais. considéré comme des quasi-fonds propres. Pour info, c'est expliqué sur le site, hein. Vous pouvez faire un tour sur entrepreneurlambda.fr et tout ça est expliqué. Et vous retrouverez aussi notre calculatrice à plan de financement pour pouvoir, comme Brahim, vous amuser à faire des effets de levier. Voilà. Ouais, l'effet de levier, c'est essentiel. Donc ensuite, après réseau initiative, on avait donc bouclé notre financement, on savait de combien on avait besoin. Oui. Donc on est parti voir BPI. Il faut savoir, c'est que BPI, c'est donc il y a des secteurs qui sont plus ou moins aidés. Et nous, on a une chance, c'est qu'on est dans l'industrie du futur. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est quand même pas mal aidé. Il y a pas mal de dispositifs, comme on est dans la deep tech et l'industrie, on est doublement aidé. Ensuite, ce premier tour, il y a eu la French Tech Tremplin dont on a parlé C'est ça, 30 000 €. et un apport en capital de l'incubateur. Exactement, l'incubateur privé a pris 5% pour 17 500 €. Voilà. Et donc ça, c'était votre première phase de recherche de fonds qui vous a permis d'avancer. C'est ça, exactement. Ça nous a permis de financer les premiers développeurs, les data scientists, ils nous ont permis d'avancer. Finalement, développer un peu, à peu près le POC, on peut appeler ça comme ça. Alors, initialement, on voulait, oui, facturer, faire des POC, mais finalement, on ne l'a pas fait. Pour quelle raison? C'est une raison simple. Comme on était parti sur de la deep tech, on n'avait plus ce besoin à court terme de faire un POC. Et finalement, après, tu es revenu sur une solution plus simple. C'est là que tu as amorcé ta deuxième phase de recherche de fonds. Exactement. Comment tu l'as structuré? Je crois que tu allé voir la BPI, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, on a été donc voir la BPI pour demander une aide à la faisabilité de l'innovation Oui. et un préamorçage. Oui. Que si vous voulez, nous, notre projet nécessite des capitals, quoi qu'on fasse, hein, quoi qu'on essaye. On a besoin de fonds.
Et donc, dans notre stratégie de financement, il était prévu qu'on fasse une levée de fonds. BPI propose un super dispositif qui permet d'avoir une avance de trésorerie pour accélérer et commencer à démarrer avant d'avoir réalisé la levée de fonds. Donc ça, c'est le prêt d'amorçage C'est le prêt amorçage. qui Oui. devance la future levée de fonds dilutive, C'est ça. justement pour amorcer la pompe, d'où son terme, et en plus en limitant la dilution du coup des Mais fondateurs. ce qu'il faut comprendre, il y a une règle essentielle avec BPI, c'est qu'en fait, que ce soit des prêts ou de la subvention, c'est 1 euro de capital, 1 euro de prêt subvention. Ça, on en a parlé dans le dernier podcast du financement qui est sorti courant septembre. Ouais, non, ça c'est essentiel. Et à ce moment-là, en fait, si vous voulez, vis-à-vis de nos fonds propres, on était un peu court de 20 000 euros. Donc, tout simplement, on s'est dit, bon, bah, on va faire une petite augmentation de capital de 20 000 euros très rapidement avec un business angel. Sauf que très rapidement, on a été sollicité par des groupes industriels. Quelque part, c'est le côté positif de l'histoire. C'est que littéralement, vraiment, mais alors je sais même pas comment ils ont fait pour nous trouver. Parce que à ce moment-là, on était en mode Caché, ouais. caché, voilà. C'est-à-dire qu'on avait une landing page, mais il n'y avait pas trop d'informations. C'était une coming soon page, en fait. C'était même pas une page vitrine, hein, c'était juste une page bientôt on sera là. Ils ont réussi à nous trouver par leur réseau. Parce que malgré tout le fait qu'on communiquait, mais le fait qu'on était actif sur le terrain, bah, finalement notre nous il commençait à tourner dans le système, dans l'écosystème, et ils nous ont sollicité et ils nous ont proposé tout simplement investir dans notre entreprise. Là où nous on voulait augmenter notre capital et obtenir 20 000 euros supplémentaires, on s'est retrouvé, on nous a proposé 150, 100 000, 150 000 euros. Du coup, on est un peu revenu sur le plan de financement. On s'est dit bon bah écoute, initialement on avait besoin de 20 000 pour débloquer l'IFI et le pré-amorçage pour après aller chercher donc un fonds d'amorçage ou des business angels pour faire un premier tour. On s'est dit bah finalement peut-être que on devrait faire un pré-amorçage, un tour de pré-amorçage. Il y a deux raisons à cela, parce que nous concrètement, ce qui nous manquait dans notre projet, c'était la love money. Voilà, faut dire la vérité. Dans les projets technologiques, le premier tour de table en fait, c'est tes amis et ta famille. Moi, honnêtement, si je faisais le tour de mes amis et de ma famille, ça aurait représenté 1500, 2000 euros. Et franchement, je sais qu'ils auraient investi dans la boîte, mais l'impact leur aurait été trop faible et ça aurait été inutile. C'est pour ça qu'on s'est dit que finalement, cette proposition des plusieurs groupes, de deux, trois groupes industriels qui nous ont contactés, c'était finalement une belle opportunité et que pour nous, en fait, ça allait remplacer la Love Money, en fait. Sauf que ce que tu savais pas, c'est que ça allait être un parcours beaucoup plus long que ce que tu avais prévu. Alors oui, moi je suis du genre très directif, hein. Alors dès les premiers rendez-vous, je leur ai expliqué, donc bah, je leur ai partagé le business plan, hein, ça c'est la base, hein. Et dès le début, je leur ai expliqué que je leur ai dit voilà, nous on a besoin de 150 dès le début. Et dès le début, ils m'ont dit ok, c'est pas un problème. Oui. Du coup, bah je dis bon bah ça roule. Et en fait, c'est des groupes industriels qui ont plus l'habitude d'investir dans des usines, dans des entreprises qui ont du matériel, qui ont un patrimoine physique. Là où nous, en fait, on est une start-up qui développons des logiciels, de la technologie. Et ce qui fait qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Quand je leur ai présenté, nous, notre plan de financement, ils ont été étonnés. Parce qu'il faut dire la vérité, on a une grande chance en France et en Europe, c'est qu'il existe beaucoup de dispositifs de financement pour financer les startups qui ont moins de 3 ans. Et c'est des dispositifs que n'importe quel grand groupe rêverait d'avoir, hein. C'est-à-dire que nous, on a des financements incroyables. Et eux, ils étaient vraiment étonnés, quoi, parce qu'ils n'avaient pas conscience de ça, mais étant donné que c'est des groupes qui sont âgés et c'est des groupes composés d'entreprises, enfin c'est plus du tout d'entreprises, ils ont plus accès à ces financements-là. Parce que nous, du coup, on cumule le CIR, C2I, plus jeunes entreprises innovantes, plus toutes les subventions et les prêts et les avances remboursables liées à l'industrie du futur et à la deep tech. C'était vraiment incroyable comme financement qui sont disponibles aujourd'hui pour les entreprises deep tech. Et on a passé beaucoup de rendez-vous à leur montrer que ça existait réellement, quoi. Parce que franchement, ils y croyaient pas. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, bah si, regardez, le dispositif, il est là, noir sur blanc, BPI. Le contrat, il est là, regardez, c'est signé. Oui. Il suffit de lire, hein. Parce que nous, on a fait les choses dans le désordre, c'est ça le truc, hein. C'est qu'on a signé quasiment tous les contrats avec BPI avant d'avoir fait l'augmentation de capital. Donc c'est des contrats qui ont été signés, mais sous réserve de l'augmentation Oui, de fonds propres. exactement, Voilà. oui. Ça, BPI font bien les Et- choses, hein. Bien sûr. Donc toi, finalement, ton objectif, était de lever plus et de coupler cette nouvelle levée plus importante à un autre dispositif qui s'appelle French Tech Seed. Tout à fait. Oui, j'aurais dû le mentionner, en effet. French Tech Seed, c'est un dispositif, pareil, génial, hein. Il propose des obligations convertibles en fait pour les entreprises deep tech. Pour l'obtenir, il faut passer par des jurys de l'écosystème deep tech. C'est assez complexe, ça prend quand même du temps. Et il faut savoir aussi, c'est que c'est limité et l'entreprise doit avoir moins de 3 ans.
Et nous, vraiment, on était vraiment au niveau timing très très sharp. Ah, mais je me rappelle quand j'ai poussé ton dossier là-bas, justement, on s'est dépêché à tout mettre en place pour être tout juste là. C'est ça, ouais. C'était genre à quelques semaines près, Ouais. on n'y avait plus accès. Et grâce donc à l'accompagnement de Transalé et aussi au conseil de l'écosystème, on a pu obtenir donc être labellisé, ce qui nous a permis d'obtenir en fait des obligations convertibles. Et là, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de fonds propres en fait, hein. C'est pour 1 euro de levée, tu obtiens 2 euros d'obligations convertibles. Avec le maximum que tu peux obtenir en obligations convertibles, c'est 250 000 euros. Donc il faut 125 000, lever quoi. 125 000 minimum pour optimiser au maximum le dispositif. C'est ça. Et donc ça, tu l'as obtenu. On l'a obtenu. On l'a obtenu parce qu'on avait prévu de lever 150 000 avec le Oui. groupe industriel. Mais finalement, la recherche d'investisseurs était beaucoup plus longue que prévu. Alors, en fait, ce qu'il faut dire la vérité, c'est qu'initialement, nous, en septembre, on cherchait pas d'investisseurs, on avait déjà des investisseurs qui se proposaient. Oui. Donc, pour nous, il y avait plus de besoin de rechercher des investisseurs, il y avait plus qu'à finir, à closer le deal, quoi. Sauf que, comme je l'ai dit, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, et ça s'est mal fini, en fait, hein, clairement, hein. En mars, donc nous, on a démarré en septembre 2023. En mars 2024, il y a un groupe industriel qui s'est retiré. Il m'a expliqué pour des raisons conjoncturelles et aussi pour aussi le fait que finalement ils ont pas l'habitude d'investir dans des startups, ils ont jamais investi dans des startups et que ils savent déterminer la valeur d'une entreprise qui a un patrimoine, qui a du matériel, qui a un stock. Ils savent pas aller sur des startups early stage. Oui. Mais c'est pas une fin. Ils m'ont proposé de les revoir à un moment donné plus tard, quoi. Et donc finalement, tes fonds propres arrivant tardivement, tu étais au-delà de la durée du contrat de l'aide à faisabilité innovation et C'est du ça. prêt d'amorçage. Ouais, exactement. Et tu as failli être aussi en fin de contrat avec French Tech Seed, donc tu as Ouais. failli entre guillemets tout perdre, quoi. Exactement. Et là, à ce moment-là, et en mars, littéralement en mars, pareil, on a eu un moment de panique. On s'est dit, écoutez les gars, honnêtement, on avait cru que c'était une super opportunité, ces deux groupes industriels, ces deux, trois groupes, c'était trois à la base. Mais finalement, en fait, ça a pris beaucoup trop de temps et ça a abouti à rien. On s'est dit, on arrête de déconner, on repart à zéro. Et repartir à zéro, à notre niveau, ça allait chercher des business angels. C'est ça. On parle plus de groupes industriels, donc des entreprises qui investissent dans la tienne. C'est ça. On parle plutôt de personnes physiques, les business angels qui viendraient investir. Ouais, exactement. Parce qu'un groupe industriel, un investissement de 150 000 euros, alors du coup, ils étaient plusieurs, hein, c'était un investissement de 50 à 75 000. C'est rien du tout pour eux. C'est même pas ils ont des dossiers plus importants à traiter et plus urgents. C'est là où on s'est dit, en fait, il faut qu'on aille voir des business angels parce que là, au moins, ce sera face à Ouais, face. ce sera plus direct. Et on pourra dire, OK, t'y vas ou t'y vas pas. Mais finalement, t'y es arrivé. Donc là, aujourd'hui, tu as les 150 000 de... Oui, en equity, initialement, on recherchait donc 150 000. Ouais. On a trouvé deux business angels et à eux deux, ils voulaient investir 180 000. Et nous, pour des raisons de dissolution, on leur a dit, non, en fait, c'est 150. Et on a signé la LOI au mois de mai, si je dis pas de bêtises, au mois de mai. Et ce qui nous a permis de rapidement, avec BPI, aller finaliser les obligations convertibles. Donc l'histoire se termine bien. Ouais, alors on a eu peur quand même, mais Ah oui. C'était une question de semaine. ouais. Non, la levée de fonds, si tu veux, il y a des théories, hein, il y a des, comment dire, des délais, il y a des délais théoriques. Mais en vérité, tu peux tomber sur un business angel qui investit en 2 jours. Parce que nous, littéralement, c'est ce qui s'est passé, hein. Les business angels, j'en ai rencontré pas mal, hein. J'ai demandé aux gens autour de moi, j'ai demandé à Transalé qui me met en relation avec des contacts, j'ai demandé à toutes les personnes que je connaissais de mon écosystème. Et finalement, c'est des personnes qui ont jamais investi dans des startups et qui croient au projet, hein, tout simplement. Là, ça y est, ton plan de financement est bouclé. T'as levé combien, tout financement confondu? On a levé à peu près 500 000 euros. Donc là, ça y est, l'aventure, enfin, elle a déjà commencé depuis longtemps, mais en tout cas, le développement est parti. Là, c'est quoi la suite avec tes deux associés? Ah, très bonne question. Alors là, la suite, déjà le MVP. Ensuite, le capteur physique passé donc du prototype fonctionnel à un produit final commercialisable, pardon. Donc ça va nécessiter encore un peu de R&D. Enfin, donc commercialiser la V1. 2025, on va démarrer également la Belgique parce que finalement on est on est plus proche de la Belgique que de Montpellier par exemple. Et donc c'est de l'export. Et l'export, ça nous parle parce que nous déjà on fait de la prestation à l'export international. Donc là, ça y est, les premiers capteurs AQR arrivent là dans les semaines à venir dans les usines. Ouais, tout à fait. Vous êtes super heureux. Bah oui, alors oui et non. Je veux dire un truc bizarre, hein, bon, c'est un peu ma vie personnelle, ma femme va me détester. Quand ma femme a annoncé qu'elle était enceinte de notre premier enfant, dans les films, tu vois, les gars, ils sont super heureux. Moi, je me suis posé sur la table, j'ai commencé à faire des calculs. Et ben là, j'ai l'impression d'être dans la même situation, en fait. C'est-à-dire, les gens, ils devraient dire, t'es super heureux, tu lances ton truc, ça y est, c'est financé, tu vas le lancer. Oui, mais en fait, non, c'est que le début, en fait.
Ouais, C'est pas la fin, hein. Lever des fonds, bah, c'est pas la fin, en fait. C'est pas, t'as levé des fonds, super, t'as atteint la ligne d'arrivée. Bah non, en fait, on a levé des fonds. Maintenant, c'est là où ça devient sérieux parce que je dois rendre des comptes non seulement à mes associés, mais en plus à mes investisseurs et à mes salariés et à mes clients. Donc en ouais. fait, je prends ça, ça fait plaisir, je vais pas te le mentir, hein, quand t'as bouclé ton plan de financement, t'es ouais, ouf. Et après, 30 secondes après, tu dis, OK, maintenant c'est fini le délire, c'est fini la rigolade, on est sérieux, on est responsable. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Encore quelques questions à te poser. Dans tout ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, c'est une très bonne question. Tu sais, moi, à chaque échec ou à chaque réussite, je fais quand même un point et j'essaie d'analyser ce qui a été positif et ce qui a été négatif. Et si je devais revenir en arrière et refaire les choses, très simplement, bah, quand j'ai démissionné, donc j'avais donc le chômage, hein, j'ai envie de te dire le premier financeur des startups, Oui. mais j'avais aussi des économies. Et en fait, je pense que j'aurais dû investir toutes mes économies et garder vraiment juste genre 1 ou 2 mois de côté pour payer mes charges en cas de gros problème. Ce que je n'ai pas fait. J'ai mis que 3 000 € en capital, ça je le regrette. Honnêtement, j'aurais dû mettre beaucoup plus, dès le début. Pour pouvoir maximiser ta possibilité de faire des effets de Ouais, levier à la BPI c'est notamment? ça. L'erreur que j'ai faite, c'était d'aller voir les concurrents, les boîtes les startups qui étaient dans le secteur concurrent, enfin, ou indirect ou indirect, et de regarder combien eux ils avaient mis en capital et de me dire bon bah s'ils ont mis ça, je vais pareil. C'était une erreur. Parce que du coup, moi, étant donné qu'aujourd'hui, pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de revenus en fait, parce que là aujourd'hui je suis toujours pas salarié de l'entreprise, hein. J'ai pas de revenus qui viennent de l'entreprise. Finalement, j'ai utilisé cet argent, mes économies, sans les valoriser dans l'entreprise. En un sens, je comprends ce que tu dis là, mais pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être auraient envie d'entreprendre, attention au conseil de Brahim, le problème de mettre toutes ces économies, c'est que on n'a plus de parachute. Or, on le voit dans ton parcours, hein, entreprendre est un parcours très, très long. Mhm. Là, on peut le dire, Ouais. il y a 3 ans, je pense, en création d'AQR et là où tu en es maintenant. Tu ne t'es pas sorti de salaire encore, tu viens de le dire. Donc, attention, je pense que les 3 000 € enfin, Mhm. que tu as mis étaient trop faibles, mais peut-être que 10 000 aurait été plus raisonnable, Oui. ou peut-être 15 et commencer à faire des choses. Mais là-dessus, il n'y a pas de secret, il faut être Ouais. accompagné. On soit bien d'accord. Amusant. Se garder un matelas de sécurité, c'est essentiel, hein. Je dirais pas tout mettre ses économies. Faut se garder un matelas de sécurité. Mais moi, dans mon cas, le matelas de sécurité était beaucoup trop gros par rapport au projet. Ok, Enfin, j'aurais dû mettre plus et ok. moins dans le matelas de sécurité. Ensuite, alors, soyons très clairs. La première chose à faire quand tu entreprends, quand tu quittes ton job déjà, la première chose à faire, c'est de faire le point sur tes finances. Moi, j'ai drastiquement réduit nos finances, hein, ma famille. Et pareil, c'est un point très important aussi, c'est dès le début, je dis à ma femme, voilà le projet, voilà les risques, voilà combien de temps ça va durer. Moi, je lui dis que pendant 5 ans, on va galérer. Pendant 5 ans, je lui dis, tu vas être la seule à ramener des revenus. Par ailleurs, ma femme travaille, hein. Si les gens se demandent comment je fais pour vivre, je suis locataire et ma femme travaille. On remercie ta femme, du coup. Merci beaucoup, oui, c'est grâce à elle. Mais enfin, donc c'est des choses qui dès le début tu dois te serrer la ceinture, quoi. Tu dois te dire bon, ok, je fais des sacrifices, mais c'est pas pour rien, parce que moi je crée du patrimoine. Tu vois, quelque part, je suis passé d'une entreprise qui littéralement valait zéro à là aujourd'hui on est capable de mettre une valeur à acquérir, tu vois. Oui, c'est clair, c'est clair. Peut-être pour affiner ta remarque, il est clair que celui qui sait mettre 20, 25 000 au lieu de 10 000, avec 20 ou 25 000, on peut aller voir la BPI et, par exemple, faire une bourse French Tech ou Mhm. une aide faisabilité innovation. Attention, le principal, c'est que le projet soit qualitatif, hein. Oui, La BPI est un organisme très sérieux qui analyse très finement les projets. De là à tout mettre pour tout mettre, ça doit se faire de manière réfléchie. On en revient toujours à la même chose. Il faut un accompagnement qui sait ce qu'il fait, hein. exactement. Et c'est ça, c'est un point essentiel, hein, parce que moi je l'ai vécu. Je suis passé par des incubateurs donc privés et publics, et je pense qu'avoir un partenaire, un coaching qui sait de quoi il parle, dans le sens où il l'a déjà vécu personnellement, c'est primordial. Parce qu'il y a énormément de dispositifs, il y a énormément de techniques. Alors, je fais entre guillemets, hein. Il y a des techniques qu'il faut connaître et que seule une personne qui a eu l'expérience auparavant est capable de te l'expliquer et de le mettre en œuvre. Moi, aujourd'hui, si j'avais eu, honnêtement, bah, très clairement, si, tu vois, si je t'avais rencontré en 2021, on aurait franchement gagné 1 an. Sûr et certain. Mais je suis sûr et certain. Je ne suis pas si certain, mais je Non, te si, si. remercie. Bah si, parce que comme je t'ai dit, nous, on a été en nidation. Et très tôt, on nous a demandé de créer la boîte. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, c'était pour des questions juridiques. Ce qui fait que pendant longtemps, en fait, on a eu une structure qui était, bah, en fait, dormante. Et si dès le début, on aurait pu se structurer autrement et franchement gagner minimum 6, 9 mois. Sûr et certain. Donc ça, c'est vraiment, si j'avais su, c'est d'aller voir des personnes qui ont vécu ça, qui ont vécu la recherche de financement,
qui ont vécu le recrutement, qui ont vécu le développement hardware ou logiciel, qui l'ont vraiment vécu. Parce que c'est pas le même accompagnement, quoi. Quand c'est une personne qui l'a vécu et qui t'explique, écoute, voilà moi ce qui m'est arrivé, tu le sens, tu vois. Tu devais retenir une seule chose de tout ce parcours, qu'est-ce que tu retiendrais? Écoute, franchement, le seul conseil que je pourrais donner, c'est il faut tout miser sur le réseau. Alors le réseau, la vérité, c'est simple, hein, comme je t'ai dit, moi, mes parents, c'est des ouvriers, des employés. Nous, on n'avait personne dans l'IT, on n'avait personne dans l'IA. À un moment donné, il faut commencer par là où t'es. Et c'est pas grave si tous les gens autour de toi ils te disent non. Commence à élargir au fur et à mesure. Et il faut persévérer parce que il y a un long temps mort. T'as vraiment un long temps mort où tu dis, en fait, jamais je vais trouver. Mais en persévérant, en fait, en persévérant, alors il y a quand même il y a des techniques, tu vois, il faut savoir expliquer, présenter ton projet, il faut savoir motiver les gens, hein, tu vois, il faut vraiment leur donner envie et qu'ils t'aident, quoi. Mais le réseau, c'est vraiment le truc sur lequel, je sais pas, c'est un truc, malheureusement, c'est pour ça là où je pense qu'il faut vraiment un coaching avec quelqu'un qui est passé par là, parce que du coup, il a le bon réseau, tu vois, voilà, le réseau. Améliorez votre réseau. Pour ceux qui seraient intéressés par ta solution, que ce soit chef d'entreprise ou simplement curieux, je vous mettrai le lien du site AQR dans la description du podcast. Merci beaucoup, Brahim, c'était passionnant. Merci Steven pour ton écoute. Et puis bonne continuation dans ton développement alors. Merci beaucoup. Salut. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Enfin, si vous désirez retrouver quelques astuces d'entrepreneurs, allez faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr que je tâcherai de compléter au gré des épisodes. À très bientôt!